Avez-vous déjà eu l'impression d'être rejeté, comme un déchet? C'est exactement ce que j'ai ressenti à 17 ans, expulsé de chez mes parents tard le soir avec rien d'autre qu'un sac poubelle rempli de vêtements usés. Tout ça parce que mon frère aîné a commis une terrible erreur en conduisant en état d'ivresse, et qu'au lieu d'affronter la vérité, mes parents m'ont accusé d'être le bouc émissaire de la famille. Pendant des années, je me suis demandé, pourquoi moi? Pourquoi ont-ils choisi de me briser? Leur silence résonnait plus fort que n'importe quelle excuse. Et maintenant, sans prévenir, ils demandent à emménager dans la petite maison que j'ai tant lutté pour construire de mes propres mains. Le flot d'émotions que je ressens est bouleversant. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez un commentaire ci-dessous pour nous indiquer la ville depuis laquelle vous regardez la vidéo. Bonne lecture! Au cours des 30 prochaines minutes, je veux vous faire vivre mon voyage douloureux mais déterminé, des nuits froides dans la rue sans aucun endroit où aller, aux retrouvailles tendues avec les personnes que j'appelais autrefois ma famille. Et enfin, le choix que j'ai dû faire lorsque le passé a frappé à nouveau à ma porte. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est la voix de tous ceux qui ont été blessés et incompris, mais qui ont quand même trouvé le courage de se lever et de définir leurs propres valeurs. Avez-vous déjà été trahi par vos proches? Que feriez-vous s'ils revenaient vous demander de l'aide? Rejoignez-moi pour explorer ensemble ces questions difficiles. Partagez vos réflexions ci-dessous, je suis à votre écoute. Dès le début, mon enfance n'a pas été marquée par la chaleur ni la sécurité, mais par une pression invisible mais implacable, une pression qui a façonné chaque instant de ma jeune vie. Il ne s'agissait pas seulement des aléas de la vie de famille, c'était une séparation nette, inscrite dans chaque interaction. Mon frère aîné, Jake, était l'enfant chéri, toujours parfait aux yeux de mes parents, leur fierté et leur joie. Et moi, j'étais l'ombre, celle qui ne faisait rien de bien, le bouc émissaire de chaque erreur ou faux pas à la maison. Je me souviens très bien comment les plus petites choses devenaient des batailles que je n'avais aucune chance de gagner. Si Jake avait des ennuis à l'école, même si je n'avais aucun lien de parenté avec lui, c'était en quelque sorte ma faute si je le distrayais. Vaisselle cassée, clé perdue, mauvaise note, tout cela me remontait à la tête, comme si j'étais la cause du chaos à la maison. Leurs mots étaient tranchants, sapant ma confiance. Pourquoi ne peux-tu pas ressembler davantage à ton frère? C'est toujours toi le problème. Je portais ces mots comme des cicatrices, invisibles mais profondément douloureuses. Le coup émotionnel était immense. Je n'étais plus seulement une enfant. J'étais une cible vivante, une cible de reproches et de négligence. Le favoritisme n'était pas seulement injuste, il était toxique. J'ai appris très tôt à faire profil bas, à éviter d'attirer l'attention et à cacher ma véritable nature. J'ai trouvé refuge loin de chez moi, passant d'innombrables heures chez des amis, prétendant que le monde extérieur était plus clément que celui de chez moi. Puis il y avait les murmures de la famille et des voisins, rappel subtil mais cruel que j'étais, l'autre, enfant, celle qui n'appartenait pas au récit familial. Mes cousins s'enquéraient des réussites de Jake, mais jamais des miennes. Mais ma tante, qui appelait parfois pour prendre de mes nouvelles, évitait prudemment cette vérité familiale non dite. À l'intérieur, je luttais contre tant d'émotions contradictoires, la colère d'être injustement blâmé, la solitude due à l'isolement, et un profond désir d'être perçu non pas comme une ratée, mais comme une personne digne d'amour et de respect. Il y avait des nuits où je pleurais en silence dans ma chambre, me sentant invisible et abandonné, me demandant si mes parents se souvenaient seulement de mon existence au-delà des reproches qu'ils me faisaient. Mais même dans cette obscurité, je m'accrochais à un espoir fragile. L'espoir qu'un jour, je me libérerais de ce cycle toxique. Qu'un jour, je construirais une vie à ma façon, loin de leurs jugements et de leurs attentes injustes. J'étais loin de me douter que cet espoir serait bientôt mis à rude épreuve, de la manière la plus brutale qui soit. Et cela nous amène à la nuit charnière qui a tout changé, la nuit où j'ai été expulsé avec rien d'autre qu'un sac poubelle et le cœur brisé. Mais cette histoire, la nuit la plus sombre de ma jeunesse, ne parle pas seulement de perte. C'est là que commence le chemin de la survie, de la résilience, et finalement, de la réconciliation. Cette nuit-là me hante encore, la nuit où mes parents ont décidé de m'effacer de leur vie avec une brutalité et une froideur irrévocables. Je n'avais que 17 ans, à quelques mois de la fin du lycée, plein de rêves et d'espoirs qui semblaient désormais anéantis. Je n'aurais jamais imaginé que la famille censée me protéger puisse me tourner le dos aussi complètement. Tout a commencé par la voix de mon père, furieuse,
acerbe et accusatrice lorsqu'il a fait irruption dans ma chambre. Ces mots ont traversé la pénombre, me rendant responsable de tout, l'accident, le chaos, la douleur de Jake. Fais tes bagages. Tu n'es plus la bienvenue ici. Je n'arrivais pas à croire que j'entendais ça. Comment pouvait-il me reprocher le choix imprudent de Jake de conduire en état d'ivresse? Son accident? Ma mère se tenait silencieusement près de la porte, les larmes aux yeux, mais aucun mot ne pouvait l'arrêter. Son silence était aussi violent que ses cris. Je la regardais, la suppliant silencieusement de me défendre, mais je ne voyais que de la résignation et peut-être un regret trop lourd à exprimer. Ils m'ont tendu un sac poubelle, pas une valise ni une boîte, juste un sac plastique pour contenir les quelques affaires que j'avais pu rassembler en quelques minutes. Des vêtements, des livres, une photo ou deux, toute une vie de souvenirs entassés dans un objet destiné à la poubelle. Mes mains tremblaient, mon cœur se brisait, la pièce tournait. Je perdais tout en un instant, ma maison, ma famille, mon sentiment de sécurité. En sortant dans l'air froid de la nuit, le monde me semblait immense et hostile. Les lampadaires projetaient de longues ombres, mais je n'avais d'autre choix que d'avancer, seul. Je me souviens du crissement du gravier sous mes pieds, du froid qui transperçait ma fine veste et du poids insupportable de l'abandon qui pesait sur moi. La porte de la maison claqua derrière moi comme le marteau d'un juge qui scellait mon sort. J'ai erré pendant des kilomètres, la ville sombre et indifférente. Chaque pas était lourd de peur et de confusion. Comment ceux qui étaient censés m'aimer si profondément avaient-ils pu me rejeter? J'ai finalement atteint la maison de mon amie Mia. Ses parents m'ont accueilli avec de grands yeux et des mains douces, leur gentillesse, une bouée de sauvetage fragile dans la tourmente. Mais même dans ce refuge, je ne pouvais me débarrasser de la honte et de la douleur. Pourquoi étais-je le bouc émissaire? Pourquoi l'accident avait-il fait de moi l'ennemi de la famille? Ces pensées me déchiraient nuit après nuit. Au cours des semaines suivantes, j'ai navigué dans un labyrinthe d'émotions. Le chagrin de ma famille disparut, la colère face à leur cruauté et une lueur tenace d'espoir de pouvoir construire une vie plus digne que le rejet. Mes amis sont devenus ma nouvelle famille, et leur soutien m'a appris la résilience, même si les cicatrices intérieures étaient profondes. C'est au cours de ces nuits douloureuses que j'ai appris une dure vérité sur la nature humaine. Ceux dont on attend qu'ils nous protègent sont parfois ceux qui nous font le plus de mal. Mais je me suis forcé à croire que mon histoire n'était pas terminée, que cette nuit la plus sombre n'était que le début de mon combat pour reprendre ma vie en main. Ce moment d'exil, si vif et si brut, a ouvert la voie à un voyage de survie et de croissance. Ce chapitre de trahison m'a permis de découvrir ma propre force, et ce n'est que le début. Après cette nuit-là, la nuit où j'ai été rejeté comme une ordure, mon monde s'est effondré. J'avais à peine 17 ans, à peine une enfant, plongé dans la lutte des adultes sans filet de sécurité. Mais au plus profond de ce désespoir, quelque chose en moi s'est enflammé. Une détermination farouche à ne pas me laisser définir par le rejet. Les premières semaines ont été les plus difficiles. Je suis resté chez Mia et sa famille, infiniment reconnaissante. Ses parents, des inconnus qui sont devenus mon refuge inattendu, m'ont ouvert leurs portes et leur cœur. Mia était une bouée de sauvetage, un rappel constant que la gentillesse existait encore dans ce monde froid. Mais même entouré de leurs soins, j'ai ressenti la douleur du déracinement, la douleur de perdre la maison de mon enfance, mes parents, mon sentiment d'appartenance. L'école est devenue à la fois un refuge et un champ de bataille. Je me suis investi dans mes études, essayant de prouver que j'avais de l'importance, non pas pour eux, mais pour moi-même. Je passais mes nuits à étudier des manuels scolaires à la table de la cuisine de Mia, la lumière de la lampe de bureau étant ma seule compagnie. Épuisé mais motivé, je jonglais avec des emplois à temps partiel, serveur, tuteur pour les plus jeunes. Tout cela pour me loger et gagner assez d'argent pour poursuivre des rêves que j'osais à peine murmurer. Il y avait des moments où j'avais envie d'abandonner. La solitude était étouffante. Des questions me hantaient. Pourquoi m'avait-il laissé tomber? Étais-je vraiment l'échec qu'il me décrivait? Pourtant, chaque fois que le désespoir menaçait de m'engloutir, je trouvais de la force dans de petites victoires. Une bonne note, un quart de travail payé pour payer le loyer, le sourire rassurant d'un ami. Elle me rappelait que ma valeur ne pouvait être ternie par le mensonge ou le blâme. Dans ce creuset, j'ai gagné en lucidité, non seulement intellectuellement, mais spirituellement. J'ai appris à défendre mes intérêts, à fixer des limites et à dépasser celles que les autres m'imposaient.
Ce fut une douloureuse découverte de moi-même, jalonnée de nuits de larmes et de journées de calme et de résolution. Mon histoire est entrelacée avec des personnages qui ont façonné ma résilience. Les parents de Mia ne m'ont jamais traité comme un étranger, leur acceptation a été apaisante. Une conseillère d'orientation du lycée, Madame Thompson, a su voir au-delà de ma situation et m'a conseillé, m'encourageant à envisager l'université communautaire comme un tremplin. Même des liens fugaces, un collègue qui m'a encouragé, un professeur qui a cru en moi, sont devenus des piliers pour mon ascension. Mais le plus crucial fut peut-être le combat intérieur, le tiraillement entre la douleur et l'espoir. J'ai lutté contre la jalousie et l'amertume envers Jack, dont le statut d'enfant chéri avait volé l'amour de ma famille. J'ai lutté contre la douleur crue de l'abandon tout en cultivant la fragile graine du pardon non pas pour eux, mais pour ma propre paix. Les années ont passé dans ce cycle incessant de lutte et de croissance. J'ai obtenu mon diplôme d'études collégiales, puis ma licence, preuve de ce que l'on peut forger par la douleur et la persévérance. J'ai enfin pu acheter une petite maison, un sanctuaire rien que pour moi, construit à force de sueur et de sacrifices. Pourtant, l'ombre de mon passé persistait. Chaque brique posée me rappelait la famille perdue et les cicatrices que je portais. Il était clair que mon cheminement n'était pas seulement une question de survie, mais de reconquête de mon identité et de ma dignité. Et puis, de façon inattendue, le passé a refait surface. Mes parents m'ont contacté pour me demander un endroit où loger. Le bruit émotionnel était accablant, le carrefour intimidant. Le jour où j'ai accepté de rencontrer mes parents a été l'un des moments les plus chargés d'émotions de ma vie. Un mélange d'anxiété, d'espoir réservé et de froide suspicion que cette rencontre pourrait à nouveau me briser. Cela faisait presque 8 ans que je ne les avais pas vus, 8 années marquées par le silence, l'absence et des blessures jamais complètement cicatrisées. Nous avons choisi un restaurant local, un terrain neutre, un endroit où je pouvais contrôler l'espace et maintenir mes cloisons. En entrant, je les ai vus assis là. Mon père, plus âgé, plus las, son attitude sévère habituelle adoucie par le temps. Ma mère, le visage crispé par la nervosité et ce que j'espérais être un véritable remords. La tension était intense, presque physique. Au début, un silence gêné et pesant s'installa. Je m'assis, le cœur battant, cherchant dans leurs yeux une lueur de l'amour auquel j'aspirais autrefois. Ma voix le brisa, douce mais ferme. « Alors, tu as dit que tu avais besoin de mon aide. Parlons-en. » C'est là que tout a commencé. Leur histoire s'est déroulée. Mon père avait été licencié 1 an auparavant, ma mère travaillait à temps partiel mais peinait à joindre les deux bouts. Mon frère Jack, après avoir perdu son emploi, était rentré à la maison, et maintenant l'appartement exigu était plein à craquer. La ruine menaçait. Désespéré, il me demandait si je pouvais les accueillir temporairement. En les écoutant, j'ai senti une tornade d'émotions tourbillonner en moi. Colère, incrédulité, douleur, empathie, tout cela mêlé au point de ne plus pouvoir s'en démêler. Pourtant, malgré tout cela, le silence sur le passé était assourdissant. Pas une seule excuse sincère ne venait spontanément. Je me suis forcé à demander ce que j'avais besoin d'entendre. Regrettes-tu la façon dont tu m'as traité? Comprends-tu vraiment ce que ça a été d'être mis à la porte ce soir-là? La voix de ma mère tremblait, les larmes me montaient aux yeux. Nous avons fait des erreurs. Nous étions très stressés. Mais c'était vague, comme un brouillard qui recouvre une blessure sans la guérir. Ces mots semblaient creux, et la colère montait à nouveau en moi. En insistant davantage, j'ai exigé leur honnêteté, voulant savoir pourquoi j'étais le bouc émissaire. Leurs explications sont venues avec hésitation. Mon frère était fragile après l'accident, leur peur les aveuglait. Ils pensaient que me blâmer protégerait Jack, l'aiderait à s'en sortir. Une partie de moi avait envie de hurler, de rejeter cette excuse à la cruauté. Pourtant, sous la frustration, une lueur de compréhension brûlait. Leur défense était faible, mais la douleur dans leurs yeux était réelle. C'étaient des êtres imparfaits, brisés par la peur, qui s'en prenaient à la mauvaise personne. Par moments, le regard de mon père baissait, sa voix sur la défensive. On ne peut pas changer le passé. On le regrette. Que veux-tu de plus? Plus? Je voulais la vérité. Toute la vérité. Mais je voulais aussi qu'ils acceptent d'affronter la douleur qu'ils m'ont causée, de reconnaître les années de silence, le traumatisme, la solitude. Les larmes de ma mère coulaient à flots et pour la première fois, elle me dit « Je suis fier de la personne que tu es devenue. »
Ces mots me touchèrent plus fort que n'importe quel reproche. Une petite fissure dans le mur que j'avais construit au fil des années. Pourtant, malgré leurs excuses, une seule conversation ne suffisait pas à alléger le poids des années. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps, non seulement pour pardonner, mais aussi pour digérer tout cela. J'ai fixé des limites. S'ils venaient vivre avec moi, ce serait temporaire, dans le respect de mes règles et avec l'engagement de rétablir la confiance. La réunion s'est terminée sur une trêve précaire. Je suis sorti du restaurant vidé, irrésolu, mais étrangement plus léger. Pour la première fois, le passé était au grand jour. Le plus dur, décidé de la suite, restait à venir. En m'éloignant, je savais que d'autres conversations allaient suivre. L'étape suivante consistait à contacter Jake, mon frère, témoin silencieux et parfois victime de cette histoire familiale brisée. Lorsque mes parents et Jake ont finalement emménagé chez moi, j'ai pensé que ce serait un nouveau départ, une chance de réécrire notre histoire familiale brisée. Mais la réalité s'est vite installée comme une ombre froide, plus sombre et plus confuse que je ne l'aurais jamais imaginé. Les murs qui protégeaient autrefois mon sanctuaire ont tremblé sous le poids des vieilles blessures et des nouvelles frustrations. Au début, chacun arborait son meilleur comportement, tel un masque fragile. Nous avons partagé des dîners polis, échangé des sourires hésitants, et même discuté de choses futiles pour éviter les pièges émotionnels qui se cachaient sous la surface. Mais sous le calme, la tempête se préparait. Presque aussitôt, de petites fissures sont apparues. Ma mère a commencé à réorganiser mes placards de cuisine, un endroit qui m'était très cher, déclarant vouloir rendre les choses plus efficaces. Mais son aide m'a semblé envahissante, effaçant mon ordre minutieux, mes petites routines qui me procuraient la paix. Quand je lui ai gentiment demandé d'arrêter, la défensive s'est insinuée comme une marée montante. « J'essaie juste d'aider », a-t-elle dit d'une voix sèche mais vulnérable. Jake représentait un autre défi. Des années de favoritisme envers les autres ne lui avaient pas appris le sens des responsabilités. La vaisselle sale s'accumulait, les vêtements et les chaussures éparpillées étaient abandonnés, et je me retrouvais à nettoyer silencieusement derrière lui pour éviter toute confrontation. Chaque rappel de mes responsabilités était accueilli par des excuses timides et un effort fugace, revenant rapidement à mes vieilles habitudes. Je me demandais s'il comprenait seulement ce que signifiait le respect chez moi. La recherche d'emploi, élément crucial de leur accord, se déroulait avec une lenteur frustrante. Papa prétendait postuler à des emplois, me rappelant même parfois des entretiens, mais la plupart du temps, il peinait à sortir du lit. Les journées de Jake se résumaient à des jeux vidéo et des siestes. La dépression expliquait peut-être leur léthargie, mais cela n'atténuait pas la douleur de se sentir utilisé, tenu pour acquis. Je voulais tellement aider, mais ma patience commençait à s'amenuiser. Un jour, j'ai surpris une conversation qui a brisé cette fragile trêve. La voix basse et amère de mon père, « On doit faire avec pour l'instant. Je ne supporte pas de vivre selon ces règles. » Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing. L'homme qui avait claqué la porte derrière moi se plaignait maintenant des limites que j'avais fixées chez moi. Ces mêmes règles qui protègent ma santé mentale. Ma mère l'a vite fait taire, mais le mal était fait. Cet instant cristallisa tout. Ils n'étaient pas là pour guérir ou reconstruire leurs liens familiaux, mais parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. Et sous leur gratitude se cachait un ressentiment qui bouillonnait en silence, empoisonnant peu à peu le peu de paix qui leur restait. À l'intérieur, un ouragan faisait rage. J'étais déchiré, j'avais soif de connexion, envie de tourner la page, mais aussi besoin de protéger mon fragile bien-être. Les souvenirs d'abandon se heurtaient à la réalité de la coexistence, mettant chaque jour à rude épreuve mes limites. Je me sentais constamment sur les nerfs, jonglant entre le rôle de gardien, de médiateur et de disciplinaire. Mon propre traumatisme résonnait dans chaque aube maladroite, chaque règle ignorée, chaque plainte silencieuse que j'entendais. Une question me rongeait. Jusqu'où pouvais-je aller avant de me perdre complètement? Où était la frontière entre la bienveillance et l'instinct de survie? Les jours s'étiraient dans un équilibre tendu entre la gestion d'anciennes souffrances et la gestion de nouveaux conflits. Je voulais croire que cette expérience pouvait fonctionner, que peut-être, juste peut-être, nous pourrions créer quelque chose de nouveau. Mais la vérité nous soufflait une autre histoire, celle d'une confiance brisée et d'un espoir fragile. Je savais qu'un jour, le jour des comptes allait arriver et que, lorsqu'il arriverait, je devrais rester ferme, revendiquer mon espace et exiger le respect, non seulement pour ma maison, mais aussi pour mon cœur.
La conversation de ce soir-là a été le point de rupture, une tempête d'émotions enfin déchaînée après des semaines de silence et de tensions latentes. J'ai tout mis à nu. L'épuisement dû au sentiment d'être méprisé, le poids d'être tenu pour acquise chez moi, et les blessures profondes laissées par des années de négligence et de trahison. Je n'avais plus aucune retenue. Mes parents restèrent d'abord silencieux, les larmes de ma mère coulaient lentement, le visage de mon père était crispé par le regret. Même Jake, toujours silencieux, acquiesça. Pour la première fois, les murs que nous avions tous érigés autour de nous commencèrent à se fissurer, révélant l'humanité brute et fragile qui se cachait en dessous. Ils se sont excusés plus sincèrement que je ne l'avais jamais entendu, reconnaissant leurs torts, non seulement dans leurs actes, mais aussi dans leur gestion des événements. La voix de mon père s'est brisée lorsqu'il a expliqué comment la peur et le désespoir avaient obscurci leur jugement, comment ils avaient essayé, sans succès, de protéger Jake, mais au prix d'un mauvais jugement. Ma mère a avoué que leur silence au fil des ans était dû à la honte et à l'incapacité de me faire face. J'écoutais, ressentant un douloureux mélange de colère, de tristesse et de quelque chose que je n'avais pas osé espérer, la compréhension. Cela n'effaçait pas ce qui s'était passé, mais c'était un début, une petite fenêtre sur leur remords et une chance pour moi de retrouver ma voie. Mais je savais aussi que vivre ensemble n'était pas tenable. Les dommages étaient trop profonds, la confiance trop fragile. Alors, le cœur lourd, je leur ai dit qu'il était temps de retrouver leur chemin. Non par cruauté, mais par respect pour eux-mêmes et par nécessité. Je leur ai proposé mon aide, un coup de main pour trouver un logement, un pont financier pour faciliter leur transition, car malgré tout, une partie de moi tenait encore à eux. Tandis qu'ils emballaient leurs affaires, la maison semblait à la fois plus lourde et plus légère. Les accolades d'adieu étaient douces amères, un mélange complexe d'excuses, de gratitude et de douleur inexprimée. Les sanglots de ma mère résonnaient à mes oreilles, tandis que la poignée de main hésitante de mon père exprimait une imploration silencieuse de pardon que les mots ne pouvaient exprimer. Les promesses discrètes de Jake de rester en contact ressemblaient à des fils fragiles se tissant à nouveau pour former un semblant de famille. Lorsque la porte se referma derrière eux, un silence écrasant emplit l'espace, un silence qui était à la fois une fin et un nouveau départ. Les jours qui ont suivi, j'ai été submergé par un flot d'émotions, le soulagement de retrouver la paix, le chagrin d'avoir perdu ma famille et de l'avoir partiellement reconquise, et un optimisme prudent quant à l'avenir. J'ai compris que la guérison n'est pas linéaire. Elle est complexe, difficile et souvent ambiguë. J'ai passé des moments de silence à réfléchir au chemin parcouru, depuis les nuits sombres de l'abandon jusqu'à ce pas hésitant vers le pardon et l'autopréservation. J'ai compris que lâcher prise ne signifie pas oublier ou s'excuser. Cela signifie poser des limites qui protègent son cœur tout en laissant place à la croissance. Des personnages qui me semblaient autrefois distants ont pris une nouvelle dimension dans mon esprit. La gentillesse de la famille de Mia faisait écho au soutien que je recherchais encore. Les encouragements de Madame Thompson m'ont rappelé le pouvoir de l'empathie. Même les excuses de Jake, aussi imparfaites fussent-elles, symbolisaient un fragile espoir de réconciliation. Ce chapitre s'est conclu par une leçon puissante. La famille n'est pas seulement une question de sang, mais aussi de respect, d'honnêteté et de courage face aux dures réalités. Mon histoire, autrefois marquée par le rejet et la douleur, s'était transformée en une histoire de force et de renouveau. En regardant vers l'avenir, je m'accroche à cet espoir. Celui de pouvoir construire une vie définie non pas par les blessures du passé, mais par la résilience nécessaire pour les surmonter. Plus qu'une histoire de survie, c'est un témoignage de la capacité de l'esprit humain à guérir, à pardonner et à prendre un nouveau départ. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Si cette histoire vous touche, partagez vos réflexions, vos propres combats, vos propres parcours. Parce que parfois, en racontant nos histoires, nous trouvons la force de continuer à avancer. Si cette histoire vous a touché ou vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Votre soutien permet à cette chaîne de toucher davantage de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre des histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine partie du voyage. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez vos réflexions, vos expériences ou vos conseils. Vos retours contribuent au développement et à l'amélioration de cette chaîne. Merci infiniment d'être ici et de faire partie de cette communauté. Ensemble, nous pouvons créer un espace de guérison,
de vérité et de force.